Tout le monde se moquait de lui parce qu'il était le chasseur le plus faible et pathétique de l'histoire. Mais après un accident fatidique, il est mort et est revenu comme le chasseur le plus fort jamais connu. En suivant la routine de Saitama, il a acquis une force immense et toutes les filles sont devenues ses fans. Il y a environ 10 ans, d'étranges portails ont commencé à apparaître partout. Au début, les gens ne savaient pas ce que c'était, mais bientôt, des monstres ont commencé à en sortir. Ces créatures étaient terrifiantes. Et les humains réguliers n'avaient aucune chance. C'est à ce moment-là que les chasseurs sont arrivés. Ce sont des gens avec des pouvoirs spéciaux qui peuvent affronter ces monstres. Les chasseurs sont classés par leur capacité de rang S, qui est le plus fort, jusqu'au rang E, le plus faible, mais il y a un gros hic. Une fois qu'un chasseur éveille ses pouvoirs, c'est tout. Ils restent à ce niveau pour toujours. Peu importe combien ils s'entraînent ou se battent, ils ne peuvent pas devenir plus forts. Maintenant, avance rapide de 3 ans. Un endroit qui était autrefois un chantier de construction est devenu une zone de raid de donjon. C'est là que Kim prend un verre avant d'entrer. Pendant qu'il se détend, son pote Park le repère. Park est surpris de voir Kim parce qu'il pensait que Park avait arrêté d'être chasseur. Il s'avère que Park avait abandonné, mais la vie l'a forcé à revenir. La femme de Jinwoo attend leur deuxième enfant et l'argent est serré. Donc il a besoin de gagner de l'argent rapidement. Les raids de donjons sont dangereux, mais ils pèlent bien. C'est ici que nous rencontrons Jinwoo, le personnage principal de notre histoire. Il vient de rejoindre le groupe, mais tout le monde le connaît déjà. Pourquoi? Parce que c'est le chasseur le plus faible que l'on ait jamais vu. Même dans un donjon de rang E, où les blessures sont très rares, Jinwoo finit toujours par se blesser. Les gens plaisantent en disant qu'il est tellement mauvais qu'il devrait créer un rang F rien que pour lui. Mais Jinwoo ne le nie pas, c'est vrai, il est faible. Alors qu'il entre, Joey, une guérisseuse qu'il connaît d'une mission passée, l'appelle. Au lieu d'un accueil chaleureux, elle se préoccupe immédiatement de ses blessures. Il s'avère que Jinwoo a réussi à se blesser dans l'un des donjons les plus faciles qui soient. L'équipe n'a même pas amené de guérisseur parce qu'ils pensaient que personne ne pourrait se blesser là-bas. Mais ils n'ont pas pris en compte le penchant de Jinwoo pour les accidents. Joey le gronde, mais Jinwoo l'accepte simplement. Il sait que ce n'est la faute de personne d'autre. Il est vraiment faible. Le groupe se prépare à entrer dans le donjon avec Song Chi-Hul qui prend la tête. L'équipement de Jinwoo est aussi mauvais que possible, un couteau fragile avec à peine de puissance magique. C'est tout ce qu'il peut se permettre avec ses petits revenus. Malgré cela, il se promet de faire de son mieux. Ailleurs, le président de l'association des chasseurs, Guni, traite avec des fonctionnaires du gouvernement. Ils discutent des ruptures de donjons où les monstres s'échappent dans le monde réel. Le gouvernement veut également utiliser des objets trouvés dans les donjons, comme des gemmes magiques et des cristaux, comme source d'énergie propre. Ces objets sont incroyablement précieux car ils peuvent alimenter des armes, des outils et même remplacer les sources d'énergie traditionnelles. Les chasseurs sont essentiels pour récupérer ces matériaux, ce qui rend leur travail encore plus important. Dans le donjon, Jinwoo parvient réellement à trouver une gemme magique et il est ravi. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, un gobelin l'attaque. Son couteau se casse instantanément et il se retrouve sans défense. Le gobelin le poignarde et Jinwoo ne fait que crier de panique. Heureusement, Park se précipite et le sauve tandis que Joey soigne ses blessures. Jinwoo regarde impuissant alors que le reste de l'équipe achève le gobelin, se sentant plus inutile que jamais. Après avoir vaincu le boss du donjon, l'équipe partage le butin quand quelqu'un repère un énorme trou dans le mur. On dirait une autre grotte, quelque chose de rare, appelé un double donjon. Habituellement, lorsque le boss d'un donjon est vaincu, le portail se ferme, mais pas celui-ci. Song propose de le signaler à l'association, mais l'équipe ne veut pas perdre le trésor à l'intérieur. Ils votent pour savoir s'ils doivent explorer cela, et la décision finale revient à Jinwoo. Même s'il sait que c'est dangereux, il ne peut pas se permettre de reculer. Sa mère est à l'hôpital. Sa sœur a besoin d'argent pour l'université, et il est le seul à pouvoir soutenir sa famille, alors il décide d'entrer. Le nouveau donjon est sombre et sinistre avec des statues anciennes partout. Joey a un mauvais pressentiment et jure voir l'une des statues bouger. Avant que quiconque puisse réagir, les portes se referment violemment, les emprisonnant à l'intérieur. L'une des statues prend soudainement vie et tue instantanément un membre de l'équipe. Le chaos éclate, alors que le groupe réalise qu'il est en grave danger. La statue géante commence à tirer des faisceaux de lumière, détruisant tout sur son passage. Jinwoo est terrifié, mais ne peut rien faire pour aider. Il sait que cette situation le dépasse totalement. Jinwoo repense à toutes les situations menaçantes qu'il a affrontées par le passé, de se retrouver seul lors de sa première mission à presque mourir de faim dans un donjon labyrinthique. Il a tout traversé, même les donjons les plus simples ont été dangereux pour lui. Son couteau bon marché et ses vêtements en lambeaux sont tout ce qu'il a, et il est constamment moqué pour être si faible. Maintenant, piégé dans ce donjon mortel, Jinwoo sait une chose avec certitude. S'il s'en sort vivant, ce sera pure chance, car à ce rythme, c'est juste une question de temps avant que sa faiblesse ne le tue. Song Chi-Hul dit urgemment à tout le monde de rester complètement immobile. S'ils font des mouvements brusques, la statue attaquera à nouveau. Jinwoo se fige sur place,
sa peur le paralysant. Song remercie Jinwoo pour son avertissement précédent. Crier à tout le monde de se baisser avait sauvé leur vie. Mais quand Jinwoo finit par regarder Song, il est horrifié. Song a perdu un bras. Le sang s'écoule de la blessure et Ju-hee, une soigneuse de rang B, est trop bouleversée pour faire son travail. Elle n'a jamais affronté quelque chose d'aussi dangereux auparavant et est sur le point de craquer. Jinwoo, malgré sa peur, se précipite pour aider à arrêter le saignement. Song, qui a beaucoup d'expérience dans les raids de haut niveau, réalise quelque chose de terrifiant. Ce n'est pas seulement un ennemi normal, la statue fonctionne à un niveau bien au-delà de tout ce qu'ils ont rencontré, peut-être rang A ou même rang S. Pendant ce temps, Jinwoo commence à rassembler les pièces. La tablette de pierre qu'ils ont vue plus tôt mentionnait des conséquences pour ne pas vénérer Dieu, et maintenant c'est clair. Cette statue monstrueuse est le dieu dont la tablette les a avertis. En dehors du donjon, la sœur de Jinwoo est à l'école en train de parler à un ami. Elle lui raconte comment son frère rentre toujours à la maison couvert de blessures. Son ami rit, choqué que quelqu'un d'aussi maladroit et faible que Jinwoo soit même devenu un chasseur, plaisantant qu'elle ferait mieux à sa place. De retour dans le donjon, le chaos continue. Song essaie de trouver un plan pour que tout le monde s'en sorte vivant, mais un gars impatient décide qu'il en a fini d'attendre. Il se vante de sa vitesse et affirme qu'il est assez rapide pour distancer la statue. Alors qu'il court vers la sortie, la statue le désintègre instantanément, ne laissant que ses pieds. Le groupe est stupéfait, réalisant que la statue pourrait tous les tuer en quelques secondes. Alors, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? L'esprit de Jinwoo s'emballe et il se souvient du premier commandement: adore Dieu. Cela doit être la clé. Jinwoo se force à se lever. Malgré la peur écrasante, il fixe la statue dans les yeux, essayant de comprendre ce qu'elle veut. Song regarde, étonné par l'intensité dans les yeux de Jinwoo. Ce gars, que tout le monde se moque comme étant le plus faible, n'a pas abandonné. Jinwoo crie à tout le monde de se prosterner, pensant que montrer du respect pourrait empêcher la statue d'attaquer. Le groupe, désespéré et à court d'options, suit son exemple. Ils tombent à genoux, s'inclinant bas jusqu'au sol. Au début, cela semble fonctionner. La statue s'arrête, mais ensuite elle bouge à nouveau, plus menaçante qu'avant. C'est alors que le deuxième commandement devient clair: louez Dieu. Un chasseur courageux s'avance, les mains jointes en prière, et commence à crier des louanges à la statue. Elle semble ralentir, donnant de l'espoir au groupe. Mais Jinwoo remarque quelque chose qui ne va pas. La statue ne réagit pas aux paroles de l'homme. En un instant terrifiant, la statue l'écrase sous sa jambe massive, le réduisant au silence à jamais. La panique se répand alors que d'autres statues commencent à bouger. Park, pensant à sa famille, essaie de s'enfuir mais est découpé en morceaux par une autre statue avant d'aller loin. Jinwoo s'accroche à Ju-hee, cherchant désespérément des réponses. Il remarque que certaines statues tiennent des instruments et crie au groupe de se diriger vers elles. Lorsque les chasseurs approchent de ces statues, elles commencent à jouer de la musique au lieu d'attaquer. Jinwoo réalise que les statues réagissent aux individus, alors il laisse Ju-hee près de l'une d'elles et se précipite vers une autre, esquivant une attaque massive de justesse. Il atteint la statue juste à temps. Il commence à jouer sa mélodie et Jinwoo comprend enfin que louer Dieu implique d'activer ses statues musicales. La statue principale, apparemment satisfaite, se rassoit, mais le soulagement est de courte durée. Le pied de Jinwoo est gravement blessé et Ju-hee lutte pour le guérir tout en étant épuisé. Ensuite, le troisième commandement est révélé: prouvez votre foi. Un autel enflammé s'élève au centre de la pièce, son but est incertain. La chanson suggère que la vie de quelqu'un pourrait devoir être sacrifiée. Le groupe se retourne contre lui, le blâmant pour les avoir conduits dans ce cauchemar. Song accepte leur colère, mais leur rappelle qu'ils ont tous voté pour venir ici. Jinwoo s'avance pour examiner l'autel, réalisant que les flammes de chacun, représentant leur vie, doivent rester allumées pour garder la porte ouverte. Lorsqu'un chasseur paniqué s'enfuit, sa flamme s'éteint et la porte commence à se fermer. Jinwoo avertit le groupe que partir pourrait condamner tout le monde. Il déduit que les flammes servent de minuteur et exhorte tout le monde à rester sur place et à garder les yeux sur les statues qui ne bougeront pas tant qu'elles seront surveillées. Malgré les avertissements de Jinwoo, Kim décide de partir poussé par la pensée de sa famille. Alors qu'il s'échappe, les statues commencent à bouger à nouveau. Jinwoo sait qu'ils n'ont plus de temps. Dans un geste surprenant, Song dit à Jinwoo et Ju-hee de partir. Il prévoit de rester en arrière et de tenir la position pour qu'il puisse s'échapper. Ju-hee s'effondre, son corps cédant sous l'épuisement, laissant Song la porter. Il s'excuse auprès de Jinwoo en promettant de la protéger et se précipite vers la sortie. Maintenant seul, Jinwoo attrape une épée et fait face aux statues. Ils attaquent sans relâche, lui coupant le bras et le poignardant à travers la poitrine. Alors qu'il se vide de son sang, Jinwoo réfléchit à ses luttes, à son effort constant pour se prouver malgré le fait qu'il soit le plus faible. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, la dernière flamme bleue s'éteint. Une notification apparaît: quête secrète terminée, courage du faible. Elle lui offre un choix, devenir un joueur ou mourir. Sans hésitation, Jinwoo choisit oui. Quand Jinwoo ouvre les yeux, il est dans un lit d'hôpital.
Son bras est intact, sa poitrine n'est pas blessée et sa jambe est complètement guérie. Déconcerté et choqué, il commence à se demander si tout dans le donjon était réel ou si sa vie vient de prendre un tournant dramatique. Alors que Jinwoo essaie de comprendre tout ce qui s'est passé, un homme nommé Woo Jin-chul apparaît. Il se présente comme le responsable de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs, accompagné d'un gars aux cheveux violets nommé Kang Tae-sik. Ils ne disent pas grand chose sur la raison de leur présence, mais ils annoncent une grande nouvelle. Jinwoo est resté inconscient pendant 3 jours entiers, et il y a plus, Joo-hee et Song ont survécu, mais ne s'en sont pas sortis indemnes. Song a perdu son bras, ce qui signifie que ses jours en tant que chasseur sont probablement terminés. Joo-hee est encore plus mal en point mentalement, elle est tellement traumatisée qu'elle a été envoyée en soins psychiatriques, et il est clair qu'elle ne chassera pas de sitôt. Parmi tous ceux qui sont entrés dans le donjon, seuls 6 en sont sortis vivants. Les chasseurs savent que le travail est dangereux, mais ce qui s'est passé dans ce donjon dépassait tout ce à quoi ils étaient préparés. Voilà où ça devient fou. Quand une autre guilde est arrivée plus tard pour enquêter sur le donjon, ils n'ont rien trouvé. Le temple, les statues, complètement disparu. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était Jinwoo inconscient. Les survivants ont tous raconté la même histoire, une histoire incroyable, mais leurs détails correspondaient parfaitement. Personne ne doutait d'eux, mais personne ne pouvait l'expliquer non plus. Woo Jin-chul évoque quelque chose de choquant. Il demande à Jinwoo s'il a vécu un deuxième réveil. Woo explique que le pouvoir d'un chasseur est généralement fixé après leur premier réveil, mais dans de très rares occasions, quelqu'un pourrait se réveiller à nouveau et devenir beaucoup plus fort, atteignant parfois même le rang RS. Jinwoo commence à espérer qu'il pourrait enfin être plus fort. Woo sort une machine pour tester son niveau de puissance. Jinwoo est enthousiaste, mais les résultats sont une grande déception. Son score est un pathétique 10. Même les chasseurs les plus faibles de rang E obtiennent au moins un score de 70, donc un score de 10 est en gros celui d'une personne ordinaire. Woo s'excuse et part en disant qu'ils marqueront l'affaire comme non résolue puisqu'il n'y a plus rien à enquêter. Le donjon a disparu et le faible niveau de puissance de Jinwoo n'explique pas comment il a survécu. Jinwoo se sent écrasé, mais quelque chose d'autre lui trotte dans la tête, ce drôle de panneau flottant dans son champ de vision. C'est comme un écran de jeu vidéo, mais personne d'autre ne mentionne le voir. Est-il le seul? Alors qu'il le fixe, sa sœur Gina entre. Elle est inquiète pour lui, mais il s'excuse et lui demande si elle peut voir le panneau. Elle ne peut pas. Confus, Jinwoo demande comment ouvrir un message dans un jeu. Jin pense qu'il a perdu la tête, mais lui donne la réponse évidente. Vérifie ta boîte de réception. Une fois qu'elle part, Jinwoo essaie et le panneau s'ouvre. Des notifications s'affichent, expliquant qu'il est maintenant un joueur. Le système est là pour l'aider à devenir plus fort, mais il y a un hic. S'il ne complète pas ses quêtes, il y aura des pénalités. Sa première quête quotidienne apparaît, listant des exercices simples. Pompe, abdominaux, squat et course à pied. S'il ne les fait pas, il sera puni. Jinwoo pense que c'est ridicule. Il est encore à l'hôpital, à peine capable de se lever, encore moins de faire de l'exercice. Pendant ce temps, Woo Jin-chul informe le président que Jinwoo n'a pas eu un deuxième éveil. L'incident reste un mystère et il décide de continuer à enquêter. Ailleurs, Cha Hee-in, une chasseuse de rang S, est assignée pour diriger un raid d'entraînement pour les nouvelles recrues. Elle n'est pas sûre d'elle pour enseigner, mais ses compétences en combat suffisent à inspirer les autres. Cette nuit-là, alors que Jinwoo s'endort, une notification apparaît, quête de pénalité activée. Il se réveille pour se retrouver au milieu d'un désert. Le sol tremble et devant lui se trouve un énorme monstre terrifiant de chenilles. Une autre notification lui indique qu'il doit survivre pendant 4 heures. Jinwoo panique alors que le monstre se précipite vers lui. De retour à l'hôpital, les infirmières cherchent partout, se demandant avec confusion où est allé Jinwoo. Pendant ce temps, Jinwoo court pour sauver sa vie. Plus de chenilleurs apparaissent et il n'a plus d'option. Juste au moment où le chronomètre affiche 0, Jinwoo se retrouve dans son lit d'hôpital. Une notification confirme qu'il a terminé la quête de pénalité, mais il est tellement épuisé qu'il vomit et s'évanouit. Au cours des prochains jours, Jinwoo commence à comprendre le système. Terminer des quêtes quotidiennes lui donne des récompenses comme une récupération complète, des points d'aptitude et du butin. En utilisant des points d'aptitude, il remarque qu'il devient plus fort. Même les tâches simples semblent plus faciles et son corps change. 4 jours plus tard, il est sorti de l'hôpital et décide de tester sa force. Écrasant une pomme d'une seule main, il est étonné de voir à quel point il s'est amélioré. L'une de ses récompenses est une clé mystérieuse pour quelque chose appelé un donjon instantané. Curieux, Jinwoo décide de l'explorer. En utilisant la clé, il ouvre une porte qui n'était pas là auparavant et la franchit. Une notification l'informe que la sortie est scellée et que la seule issue est de vaincre le boss. Jinwoo réalise que ce n'est pas un donjon ordinaire, c'est comme une dimension séparée. Alors qu'il s'aventure plus profondément, un groupe de gobelins apparaît. Jinwoo se fige, les souvenirs de blessures passées refaisant surface. Mais cette fois, il riposte. Les gobelins sont acharnés, attaquant avec tout ce qu'ils ont.
Jin Woo esquive et contre-attaque, réussissant à les abattre un par un. Lorsque le dernier gobelin tombe, Jin Woo ressent une montée de confiance. Il devient plus fort, mais son soulagement est de courte durée. Un monstre beaucoup plus grand apparaît, brisant le poignard de Jin Woo d'un seul coup. La créature est sur un niveau complètement différent. Les jambes de Jin Woo se fichent de peur alors que la bête le fixe. Il essaie de bouger, mais n'y arrive pas. Le monstre pousse un rugissement et se précipite directement sur lui. Jin Woo esquive comme un pro, surpris de se sentir si léger et rapide. Le monstre lui fonce dessus à nouveau, mais Jin Woo en a assez d'être le plus faible. Il décide de riposter de toutes ses forces et lance un coup de poing avec toute sa puissance. Il est étonné de la force qu'il a maintenant grâce à l'augmentation de ses statistiques. Même si le monstre a toujours l'avantage, Jin Woo refuse de reculer. Le problème, c'est que ses attaques ne font pas beaucoup de dégâts, alors il se concentre plutôt sur l'esquive. Réalisant qu'il ne peut pas battre cette chose tout seul, il s'enfuit. Sans soigneur, sans renfort, et avec seulement de l'eau et de la nourriture dans son inventaire, il sait qu'il est désavantagé. Il souhaite avoir une arme magique pour renverser la situation. C'est alors qu'une idée lui vient. Il vérifie son inventaire et sort une épée. C'est un timing parfait. D'un coup puissant, il tranche le monstre en deux. Jin Woo ne sait pas comment l'épée est arrivée là, mais il se souvient que Kim se vantait d'avoir dépensé 3 millions dessus. C'est une arme que Jin Woo ne pourrait jamais se permettre, mais bon, c'est une urgence. Il continue à se battre, même si la douleur commence à disparaître, mais ensuite 2 autres monstres apparaissent. Jin Woo ne panique pas, il a maintenant son épée. Malheureusement, l'épée se bloque en plein combat et les monstres se rapprochent. Jin Woo l'arrache désespérément à la dernière seconde, repousse un loup d'un coup de pied et s'occupe de l'autre. Celui-ci a des crocs comme de l'acier, mais Jin Woo parvient à le vaincre. Avec seulement un loup restant, Jin Woo tient bon. Faisant le dur, il intimide le loup et il s'enfuit effrayé. Enfin, une pause, Jin Woo réalise qu'il est passé au niveau 2. Cela ne se produisait pas avec ses quêtes quotidiennes, alors il se dit que le vrai combat doit offrir de meilleures récompenses. Il remarque que toutes ses statistiques augmentent de 1 à chaque niveau. Le vrai combat lui rapporte 5 points, tandis que les quêtes quotidiennes n'en donnent que 3. Il décide que la force est la statistique la plus importante, et y met tous ses points, portant sa force à 32. Il se sent invincible, comme s'il marchait sur un nuage. En fouillant le corps du monstre à la recherche de pierres d'essence, Jin Woo trouve quelque chose de surprenant, des objets comme dans les jeux. Il réalise que ce donjon est différent des donjons ordinaires. Puis, il découvre que son système a une boutique où il peut vendre des objets pour de l'or. Vendre une dent de loup lui rapporte 20 pièces d'or, bien qu'il ne sache pas combien cela vaut réellement. Pourtant, Jin Woo sait qu'il ne peut pas quitter le donjon tant qu'il n'a pas battu le boss ou trouvé une pierre de téléportation. Rester trop longtemps n'est pas une option non plus, il pourrait manquer de nourriture. Alors que Jin Woo élabore sa stratégie, une meute de loups apparaît. Cette fois-ci, au lieu de fuir, il fonce directement sur eux, les tranchant avec détermination. Le combat est intense, mais Jin Woo se concentre sur le fait de devenir plus fort. Après les avoir tous vaincus, il reçoit une autre notification. Il a gagné le titre Assassin de loup. Ce titre lui donne un bonus de 40% à toutes ses statistiques lorsqu'il combat des monstres de type animal. En vérifiant son inventaire, Jin Woo trouve des crocs de loup, une cape, et à sa surprise, une pierre de téléportation. Il envisage d'utiliser la pierre pour s'échapper, mais hésite. Et si ce donjon disparaissait quand il part, cela pourrait être une occasion rare de devenir plus fort, comme un événement limité dans le temps. Jin Woo décide de continuer. Pendant ce temps, Ju-hee reçoit un appel de l'association des chasseurs concernant une brèche de donjon à proximité. Ils manquent de soigneurs et ont besoin de son aide. Se sentant coupable de les avoir refusés auparavant, Ju-hee décide de se montrer à la hauteur. De retour dans le donjon, Jin Woo remarque que ses compétences de perception se sont améliorées. Il peut maintenant évaluer la force des monstres en fonction de la couleur de leur nom. Blanc pour faible, orange pour force égale et rouge pour des ennemis plus forts. Les loups qui étaient rouges auparavant sont maintenant blancs, preuve que Jin Woo a beaucoup progressé. En descendant plus profondément dans le donjon, Jin Woo rencontre le boss, un serpent massif. Son nom brille en orange, ce qui signifie que c'est encore un adversaire difficile. Le serpent attaque avec une vitesse fulgurante et Jin Woo réagit à peine à temps. Son épée se brise contre les écailles épaisses de la créature et il réalise que combattre sans une arme adéquate est une condamnation à mort. Le serpent attaque sans relâche, sa queue fouettant comme une arme mortelle. Jin Woo encaisse un coup, se faisant projeter et blessé. Alors qu'il lutte, des souvenirs de l'époque où il était appelé le chasseur le plus faible envahissent son esprit. La honte et l'humiliation alimentent sa détermination. Jin Woo se promet de ne plus jamais être impuissant. Avec une détermination renouvelée, Jin Woo saute sur le serpent, s'accrochant de toutes ses forces alors qu'il se débat. Utilisant toute sa force, il commence à écraser ses écailles à main nue. Le serpent tente de le repousser, mais Jin Woo est inflexible. Finalement, il donne le coup de grâce et le serpent s'effondre. Une notification apparaît, Jin Woo a monté de niveau plusieurs fois. Il éclate de rire.
étonné de voir à quel point il est devenu plus fort. Le système le récompense avec une dague faite des crocs du serpent. L'arme est 2 fois plus puissante que l'épée de Kim et possède des capacités spéciales comme la paralysie et la drain de vie. Il gagne aussi une potion qui renforce sa peau, mais avertit des effets secondaires. Alors que le donjon se transforme en gare, Jinwoo réalise qu'il a terminé le donjon. En sortant avec sa nouvelle arme, il sent que quelque chose ne va pas. Dehors, une rupture de donjon cause le chaos. Les soldats essaient de contrôler la situation, mais l'un d'eux repère Jinwoo, un chasseur. Le soldat demande à Jinwoo de l'aider, expliquant que la plupart des monstres ont été vaincus à l'exception d'un seul, un énorme golem qui sème le chaos. Jinwoo regarde les chasseurs lutter contre le golem. Leurs attaques ne l'égratignent presque pas et le groupe manque de coordination. Jinwoo aperçoit Jui parmi les guérisseurs, toujours hantée par les souvenirs de la gigantesque statue. Malgré sa peur, elle essaie de se concentrer et de soigner l'équipe. Jinwoo évalue la situation. Le golem est un boss de rang D, beaucoup plus faible que le serpent qu'il vient de combattre. Se préparant à attaquer, Jinwoo lance son épée cassée avec une force incroyable, brisant les défenses du golem. Les chasseurs, choqués, se rassemblent pour l'achever. Ils abattent le golem, mais le tank réalise que leurs attaques n'auraient pas pu percer. Apercevant l'épée de Jinwoo à proximité, le tank se demande qui a pu porter un coup aussi puissant. Jinwoo, en restant discret, quitte tranquillement les lieux. Il pense à sa force croissante et réalise qu'il n'a fait qu'effleurer la surface de ce qu'il peut devenir. Entre-temps, Jui se demande si Jinwoo était celui qui les a tous sauvés. Le temps passe, et les infirmières de l'hôpital n'arrêtent pas de bavarder à propos de Jinwoo. Elles disent qu'il a l'air ordinaire, mais elles remarquent aussi autre chose, son gros pénis. Je veux dire, il est devenu ridiculement musclé. Dans la chambre de Jinwoo, notre gars travaille dur, enchaînant sa routine d'entraînement quotidienne comme une bête. Les infirmières ne peuvent pas croire à quel point il a changé rapidement. L'une d'elles, complètement séduite, tombe même amoureuse de lui lorsqu'elle l'aperçoit juste après son entraînement, la sueur scintillant sur ses muscles. Aujourd'hui est un grand jour. Jinwoo va enfin être libéré. Alors qu'il s'apprête à partir, l'infirmière lui demande son numéro. Mais Jinwoo, toujours aussi ignorant, pense qu'elle le veut juste pour des raisons médicales. Maladroit comme toujours, il l'ignore et s'en va. Aux nouvelles, on aperçoit Baek Yunho, l'un des 7 chasseurs de rang S du pays. Baek, célèbre pour avoir abattu des fourmis géantes, partage ce que c'est que de vivre en tant que chasseur de haut niveau. Il explique comment il doit s'entraîner comme un fou chaque jour, car même la plus petite erreur pourrait coûter la vie à quelqu'un. Ces mots montrent à quel point la vie d'un chasseur d'élite est différente de celle de quelqu'un comme Jinwoo. De retour chez lui, la sœur de Jinwoo, Jin-Ah, remarque les changements massifs en lui. Il est plus grand, plus fort et ressemble à une personne complètement différente. Jinwoo rappelle à sa sœur oublieuse de prendre son parapluie pour l'école et la regarde partir. Une fois seul, il commence à penser à ses gains. Sont-ils tous grâce à ses statistiques améliorées? Il se demande si en continuant ainsi, il pourrait devenir une sorte de culturiste. Jinwoo commence à réfléchir à l'endroit où allouer ses derniers points de statistiques. Au niveau 18, il a plusieurs options. La force augmente ses dégâts, mais cela ne sert à rien s'il ne peut pas toucher. Il doit aussi penser à la vitalité, la perception et l'agilité. Ensuite, il y a l'intelligence, qu'il suppose liée à la magie, bien qu'il ne sache pas encore s'il en a besoin. Après réflexion, il met tous ses points en force et perception, visant à équilibrer puissance et conscience. Juste après avoir terminé, Jinwoo reçoit un appel de son propriétaire lui rappelant qu'il est en retard sur le loyer. Jinwoo sait qu'il est devenu plus fort et qu'il peut facilement gagner de l'argent en éliminant des gobelins, mais pour vraiment gagner gros, il aura besoin d'accéder à des portails de niveau supérieur. Malheureusement, en tant que chasseur de rang E, personne ne le laisse entrer. Il envisage brièvement de faire réévaluer son rang, mais les risques l'en empêchent. Les réveils sont incroyablement rares, et personne n'a jamais vu un chasseur monter de niveau comme lui. Pour le moment, il décide de garder ses pouvoirs secrets jusqu'à ce qu'il les comprenne mieux. Soudainement, Jinwoo remarque une offre d'emploi et se précipite. Il rencontre un chasseur nommé Hwang qui s'excuse d'avoir besoin de lui. Hwang admet que l'équipe pense que Jinwoo est le chasseur le plus faible de tous les temps, mais Jinwoo joue le jeu. En mentant qu'ils n'ont pas tort, Hwang explique qu'ils se dirigent vers un donjon de rang C et qu'ils ont besoin de 8 personnes pour entrer. Jinwoo est seulement là pour remplir le quota et Hwang précise qu'il ne se battra pas ni n'obtiendra de butin. Au lieu de cela, ils lui paieront 2 millions de yuans pour transporter des fournitures. Évaluant l'équipe, Jinwoo voit 4 chasseurs de rang C et 2 de rang D. Il accepte le travail, pensant que c'est de l'argent facile. Parmi l'équipe se trouve un jeune de 20 ans classé D nommé Léo qui porte un équipement chic, clairement issu d'une famille aisée. Léo doute que Jinwoo puisse gérer les lourdes fournitures, mais Jinwoo sourit simplement, sachant qu'il est plus que suffisamment fort. Le groupe arrive à une porte massive et Léo commence à paniquer, se demandant s'ils sont prêts pour ça. Jinwoo explique calmement que la taille de la porte n'a pas d'importance. C'est la puissance magique à l'intérieur qui détermine le rang.
C'est ainsi que l'association des chasseurs attribue les rangs, avec tout ce qui est au-dessus de B étant géré par de grandes guildes. Jinwoo est chasseur depuis assez longtemps pour le savoir, mais il n'est jamais entré dans un donjon de rang C auparavant. Lorsqu'il passe la porte, ils sont surpris de ne trouver aucune créature magique en vue. La plupart des donjons sont éclairés par des pierres luminescentes, mais celui-ci est complètement noir, rappelant à Jinwoo le temple terrifiant d'avant. Il explique à Léo les différents types de pierres que l'on trouve dans les donjons, comme les pierres d'essence provenant de bêtes magiques, les pierres de mana qui peuvent être extraites, et les pierres lumineuses qui éclairent les grottes. Mais quelque chose ne va pas. Les instincts de Jinwoo lui hurlent qu'un danger rôde. Soudain, Jinwoo réalise qu'ils sont dans un nid de fourmis. Il avertit le groupe juste au moment où le son des monstres approchant remplit l'air. Les fourmis attaquent et les chasseurs se donnent à fond. Hwang prend les devants, utilisant sa compétence de provocation pour attirer leur attention pendant que les autres combattent. Jinwoo est impressionné par leur travail d'équipe, mais sent que quelque chose ne va toujours pas. Discrètement, il élimine une des fourmis lui-même, testant ses compétences. Après le combat, Hwang félicite Jinwoo pour avoir repéré les fourmis tôt. Jinwoo balaye cela d'un revers de main, disant que c'était juste une intuition. Mais Hwang remarque que certaines des fourmis sont déjà blessées, non pas par des épées ou de la magie, mais par autre chose. Cela signifie qu'il y a une créature plus grande et plus dangereuse à proximité. L'équipe continue et découvre un énorme lot de cristaux de mana d'une valeur d'au moins 1 milliard de yuan. Tout le monde est excité, mais l'expression de Hwang change. Il a clairement ses propres plans. Pendant ce temps, Léo remarque quelque chose d'étrange dans le contrat de Jinwoo. Il dit que Jinwoo ne reçoit pas de part du butin de bataille, mais les cristaux de mana ne sont pas considérés comme un butin de bataille. Cela signifie que les cristaux devraient être partagés en 8 parts, pas 7. Hwang accepte à contre-cœur, mais insiste sur le fait qu'ils doivent d'abord s'occuper du boss du donjon avant de s'inquiéter du butin. Il découvre le boss, une araignée géante, heureusement endormie. Hwang part chercher du matériel de transport avec son équipe, disant à Jinwoo et Léo de rester et d'attendre. Mais quelque chose ne va pas. L'instinct de Jinwoo se déclenche et il réalise qu'ils sont pris au piège. Hwang et son équipe prévoient de les enfermer avec l'araignée pour s'emparer du butin. Et en effet, l'araignée se réveille. Jinwoo l'évalue et sait que c'est d'un autre niveau par rapport à tout ce qu'il a combattu auparavant. Mais il ne bronche pas, il dit à Léo de rester en arrière, invoque son arme et déclare qu'il va la battre. Hwang et son équipage ont quitté le donjon confiants que leur plan fonctionnerait. Le mage a demandé pourquoi ils n'avaient pas simplement tué Jinwoo et Léo eux-mêmes, mais Hwang a dit que cela ne valait pas le risque. S'ils attaquaient les deux, cela pourrait réveiller l'araignée boss, ce qui gâcherait tout. Au lieu de cela, ils ont décidé de laisser l'araignée tuer Jinwoo et Léo. Après que l'araignée les ait mangés, elle se rendormirait probablement, leur permettant de récupérer les cristaux de mana en toute sécurité. Hwang n'était pas du tout inquiet. Pour lui, Jinwoo n'était que le chasseur le plus faible, et Léo était une recrue sans expérience. Il n'avait aucune chance contre un boss de donjon de rang C comme cette araignée. Même si l'araignée ne se rendormait pas, il pouvait toujours piller l'équipement coûteux de Léo. Cela valait une fortune. Hwang pensait que tout allait parfaitement et ne pensait pas que Jinwoo ou Léo survivraient. À l'intérieur du donjon, Léo paniquait. Il a supplié Jinwoo de partir, disant qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse combattre l'araignée. Il a expliqué que même un chasseur de rang C fort pourrait ne pas survivre et Jinwoo n'était qu'un rang E. Jinwoo savait que Léo avait raison. L'araignée dépassait largement les chefs de niveau D qu'il avait affrontés auparavant, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Jinwoo avait tellement progressé qu'il n'avait plus peur. Il était déjà au niveau 18 et pour la première fois, il croyait pouvoir gagner. Ignorant les avertissements de Léo, Jinwoo a dit « La vraie chasse commence maintenant » et a foncé droit sur l'araignée. L'araignée était énorme et terrifiante. Sa peau était si dure que les attaques de Jinwoo n'avaient presque aucun effet et ses attaques étaient mortelles. Un seul coup le tuerait instantanément. Léo restait en arrière, observant, sans pouvoir croire ce qu'il voyait. Jinwoo ne bougeait pas comme un chasseur de rang E. Il était rapide, précis et sûr de lui. Léo commençait à se demander si Jinwoo cachait sa véritable force. Était-il un faux classé? Les faux classés étaient des chasseurs qui s'enregistraient comme plus faibles qu'ils ne l'étaient vraiment, généralement pour éviter l'attention. Léo ne pouvait pas comprendre qui était vraiment Jinwoo, mais il savait que quelque chose n'était pas normal. Jinwoo, quant à lui, avait du mal. L'araignée était trop forte et il commençait à se fatiguer. Son endurance diminuait rapidement et il ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Il a décidé d'utiliser les pouvoirs spéciaux de ses dagues, paralysie et drainage. S'il pouvait frapper le point faible de l'araignée, il pourrait avoir une chance. Mais l'araignée ne facilitait pas la tâche. Elle a pulvérisé de l'acide, obligeant Jinwoo à esquiver. En utilisant sa compétence de dash, Jinwoo a réduit la distance et frappé l'araignée en plein visage. Mais même cela ne suffisait pas. La peau de l'araignée était simplement trop dure. L'araignée a frappé Jinwoo violemment, le renversant au sol. Il a eu du mal à se relever, réalisant qu'il était à court d'options. C'est là qu'il se souvint de sa récompense de quête quotidienne. Il ne l'avait pas mort. Léo, qui avait regardé tout le temps, était totalement choqué.
Jin Woo, le soi-disant chasseur le plus faible, venait de vaincre un boss de donjon de rang C tout seul. Pour Léo, il était clair que Jin Woo n'était pas un chasseur ordinaire. Jin Woo a pillé l'araignée et a trouvé une gemme rare. Léo, encore étonné, a proposé de porter toutes les fournitures à partir de maintenant. Il a dit que Jin Woo méritait une pause après un combat aussi incroyable. Jin Woo l'a laissé faire, content de se reposer. Juste à ce moment-là, l'équipe de Wang est retournée dans le donjon. Ils ont été choqués de voir que Jin Woo et Léo étaient encore vivants. Wang a vite réalisé que son plan avait échoué. Changeant de tactique, il a proposé un marché à Léo, tuer Jin Woo et il pourrait rejoindre leur groupe. Si Léo refusait, ils tuèrent les deux. Huang pensait que Léo accepterait, mais Léo a surpris tout le monde en se rangeant du côté de Jin Woo. Huang, furieux, a ordonné à son équipe d'attaquer. Jin Woo ne broncha pas. Alors que les attaquants se précipitaient sur lui, il riposta de toutes ses forces. Les pouvoirs de ses dagues les affaiblissaient, et un par un, il les a abattus. Léo regardait avec admiration alors que Jin Woo battait toute l'équipe. Huang, le dernier debout, se renforça pour rendre son corps aussi dur que l'acier. Il était sûr que Jin Woo devait être épuisé après avoir combattu l'araignée et le reste de son équipe avait prévu. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner, Wang essaya de corrompre Jin Woo, lui offrant plus d'argent, mais Jin Woo n'était pas intéressé. Wang l'avait trahi trop de fois. Jin Woo lui rappela ses propres mots. Quoi qu'il arrive dans le donjon, reste dans le donjon. Puis Jin Woo termina le combat pour de bon. Avec l'araignée et l'équipe de Wang vaincue, le donjon a commencé à s'effondrer. Jin Woo et Léo ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient, s'échappant juste à temps. Quand ils sont sortis, ils étaient les seuls encore debout. Les officiels qui sont arrivés n'en revenaient pas que 2 chasseurs de bas niveau aient survécu à un donjon aussi dangereux. Ils ont supposé que l'équipement coûteux de Léo les avait sauvés et ont totalement ignoré Jin Woo. Léo, cependant, connaissait la vérité. Il a regardé Jin Woo avec admiration, le remerciant de leur avoir sauvé la vie. Lorsque la pluie a commencé à tomber, Jin Woo a souri. Léo a demandé pourquoi il avait l'air si heureux et Jin Woo a répondu « J'ai donné un parapluie à ma sœur ». Woo apprend une nouvelle choquante où 6 chasseurs ont été éliminés et seulement 2 ont survécu. Au début, il n'est pas trop surpris. Les chasseurs fuient souvent lorsque les choses deviennent trop dangereuses, donc ce n'est pas nouveau. Mais ce qui rend cela différent, c'est que les survivants ont en fait vaincu le boss du donjon avant de s'échapper. Cela prend Woo par surprise. Il est encore plus choqué lorsqu'il apprend qu'un des survivants est Jin Woo. Il suspecte immédiatement l'implication de Wang, ce qui explique pourquoi les choses ont tourné au désastre. Pendant ce temps, Jin Woo rentre chez lui et dit à sa sœur, Jin Ah, qu'il va s'occuper des factures d'hôpital de leur mère pendant un certain temps. Jin A est surprise et pense qu'il a dû gagner beaucoup d'argent lors de son dernier raid. Elle remarque aussi quelque chose d'étrange. Jin Woo n'est pas blessé du tout. Elle suppose que son équipe devait être assez forte pour rendre le combat facile, et Jin Woo joue le jeu en disant que ce n'était pas trop difficile. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce n'était pas à cause d'une équipe forte. C'était parce qu'il était devenu plus fort. Il n'hésitait pas à se battre ou à achever ses ennemis. L'ancien Jin Woo aurait cherché un moyen de s'échapper, mais le nouveau Jin Woo ne reculait pas. Il se demande si le fait de monter de niveau l'a rendu aussi audacieux. Mais ensuite, il se souvient que les personnes qu'il a combattues n'étaient pas des monstres, c'étaient des humains. Il réalise que sa force a tellement augmenté qu'il n'a pas hésité à les vaincre. Jin A interrompt ses pensées, lui rappelant pourquoi il fait tout cela pour sa famille. Jin Woo décide que s'il était confronté à la même situation, il le referait. Plus tard, Jin Woo remarque quelque chose de bizarre en buvant. Son corps ne ressent pas les effets de l'alcool. Une notification apparaît, expliquant que c'est une récompense du double donjon. La récompense annule les substances nocives et améliore ses capacités de guérison. C'est pourquoi son bras a repoussé après sa blessure. Jin Woo comprend enfin à quel point il est devenu plus fort. Peu de temps après, Jin Woo rencontre Léo qui est reconnaissant d'avoir été sauvé. Jin Woo minimise l'incident, disant que Léo ne lui doit rien. Léo n'a dit à personne ce qui s'est vraiment passé dans le donjon, donc Jin Woo ne s'attend à rien en retour. Mais Léo le surprend en lui demandant de rejoindre une équipe de choc. Avant que Léo ne puisse expliquer, Jin Woo l'interrompt en disant qu'il n'est pas intéressé. Léo continue de supplier, expliquant qu'il doit compléter 20 raids pour se qualifier en tant que maître de guilde. Son père veut créer une guilde pour leur entreprise de construction, et Léo veut aider. Jin Woo comprend l'angle commercial. Gérer une guilde faciliterait l'exploration des donjons et le profit de leur butin. Tout à l'intérieur d'un donjon, des cristaux de mana aux objets rares est précieux. Le père de Léo prévoit même d'engager un chasseur de rang S pour diriger la guilde. Mais les chasseurs de rang IS sont rares, il n'y en a que 7 dans le pays, et ils sont tous déjà dans des guildes, sauf un qui est à la retraite. Jin Woo avertit Léo que tenter de voler un chasseur de rang S à une autre guilde créerait de puissants ennemis. C'est un plan dangereux. Léo change de tactique, disant que Jin Woo pourrait l'aider à garder ses pouvoirs secrets pendant les raids. Il propose même à Jin Woo le siège de leur guilde, un bâtiment valant 30 milliards de yuan. Mais Jin Woo n'est pas intéressé.
Dans le passé, il aurait sauté sur l'occasion, mais maintenant il sait qu'il peut devenir encore plus fort par lui-même. Il croit qu'il pourrait atteindre le rang S ou plus, donc s'associer avec quelqu'un serait risqué. Il décline l'offre de Léo et Léo finit par abandonner, partant déçu. Ailleurs, le frère cadet de Wang, Wong, est furieux de la mort de son frère. Il demande à son assistante, Laura, des informations sur les 2 survivants. Wong envisage même de les tuer dans un autre pays pour éviter les ennuis. Mais Laura l'avertit que c'est risqué. Si le pays a un traité, il pourrait être extradé. Wong décide de s'en occuper plus tard, mais fixe les noms des survivants, espérant se venger. Le lendemain, Jin-Woo part courir avec Jin-A. Il lui demande ce qu'elle ferait avec 30 milliards de yuan, mais elle dit qu'il est impossible d'imaginer avoir autant d'argent. Après leur course, Jin-Woo continue seul et remarque quelque chose d'étrange. Son compteur de système continue d'augmenter même après avoir atteint son objectif. Curieux, il se pousse plus loin et découvre que le compteur s'arrête au double de l'objectif. Il réalise que cela pourrait être une autre partie des récompenses cachées du système. Plus tard, Jin-Woo gagne une boîte de butin aléatoire de sa quête quotidienne. Il choisit une boîte bénie et décroche le jackpot, une clé pour le château du roi démon, un donjon de rang S. La clé est également accompagnée d'une recette pour l'élixir de vie qui peut guérir toute maladie. Jin-Woo sait que cela pourrait sauver sa mère. Déterminé, il lui rend visite à l'hôpital et promet de lui rendre sa pleine santé. Avec la clé, Jin-Woo ouvre la porte du château du roi démon. Des flammes entourent la zone et la chaleur est intense. Jin-Woo ressent la peur monter, mais se rappelle qu'il a une pierre de téléportation pour s'échapper si nécessaire. Soudain, un monstre énorme apparaît devant lui. Son nom est Red, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus fort que lui. Jin-Woo utilise sa compétence de dash pour attaquer rapidement, mais ses coups ne font presque aucun dégât. Le monstre annule ses affaiblissements, rendant le combat encore plus difficile. Le monstre lance une attaque brutale, déchirant Jin-Woo. Il perd un bras et regarde sa santé chuter rapidement. Les choses empirent lorsque le monstre active une compétence de rage, doublant sa puissance pendant 3 minutes. Jin-Woo utilise sa récompense de récupération complète pour guérir et faire repousser son bras, mais a encore du mal à suivre. Alors qu'il envisage d'utiliser la pierre de téléportation pour s'échapper, Cerbère, un chien géant à 3 têtes, apparaît et fait tomber la pierre de sa main. Jin-Woo est acculé avec seulement quelques points de vie restants. Il se souvient de la boutique du système et achète rapidement des potions de guérison, mais elles ne restaurent que de petites quantités de santé. À court d'options, il boit du poison du donjon. Le système l'identifie comme nuisible et le détoxifie, renforçant ainsi ses défenses. Avec ce petit avantage, Jin-Woo continue de se battre. Finalement, le minuteur de rage du monstre s'épuise et Jin-Woo commence à porter des coups plus efficaces. Il cible ses blessures, l'affaiblissant. Après une bataille féroce, Jin-Woo donne un coup final, vainquant Cerbère. Une notification confirme qu'il a battu le gardien du château du roi démon. Il monte de niveau plusieurs fois et ses blessures guérissent. Jin-Woo reçoit la clé du château et la recette de l'élixir de vie. Il sait qu'il n'est pas encore assez fort pour s'attaquer au château, mais il se promet qu'il reviendra quand il sera prêt. Après tout cela, Jin-Woo rend visite à sa mère à l'hôpital. Il se demande s'il peut vraiment la guérir de sa maladie du sommeil éternel. L'élixir de vie est son seul espoir, mais il n'a pas encore les 3 ingrédients nécessaires pour le préparer. Il sait où les trouver, mais entrer dans le château du roi démon à son niveau actuel signifierait une mort certaine. Jin-Woo réalise qu'il a besoin de devenir beaucoup plus fort avant même d'essayer. Pour monter en niveau plus rapidement, Jin-Woo décide de faire équipe avec Léo pour les raids de niveau 19 degrés Celsius dont Léo a parlé. Mais Jin-Woo surprend Léo avec une condition. Ils feront les raids juste tous les deux, personne d'autre. Léo est choqué. Les portails de rang C nécessitent au moins 8 chasseurs pour entrer. Jin-Woo explique qu'ils peuvent engager suffisamment de chasseurs pour atteindre le quota, mais ne pas les amener réellement dans le raid, tout comme la stratégie de Wang. Léo hésite, inquiet quant à la dangerosité de la situation, mais Jin-Woo fait remarquer que s'ils réussissent, ce sera incroyablement impressionnant, surtout pour le père de Léo, qui essaie de créer une nouvelle guilde. Après y avoir réfléchi, Léo accepte de s'occuper des détails. Pendant ce temps, Cha Hee-in s'entraîne dur, fait des tours de piste et reste hydratée. Elle sait que quelqu'un l'observe depuis un moment. Finalement, un homme nommé Yoon se présente. Ailleurs, le père de Léo lui explique à quel point le monde a changé depuis que les portes sont apparues il y a 10 ans. Les ressources des donjons sont désormais essentielles pour que le monde fonctionne. Les chasseurs sont les seuls qui peuvent récupérer ces ressources, ce qui les rend extrêmement importants. Le père de Léo explique comment l'association des chasseurs gère les portes, mais l'argent vient vraiment des grandes guildes. Les 5 principales guildes, guilde des chasseurs, guilde du tigre blanc, guilde des faucheurs, guilde de la renommée et guilde des chevaliers, contrôlent la plupart des ressources des donjons et sont incroyablement riches. Le père de Léo veut briser ce monopole en créant sa propre guilde pour prendre le contrôle de ses propres ressources. Il est déterminé à y arriver, même si c'est risqué. Léo réfléchit au défi de trouver les bons chasseurs avec qui travailler.
Il sait que ce serait plus facile si son père le mettait à la tête de la guilde, mais pour l'instant, ils ont besoin de quelqu'un de fort et fiable. Au parc, Jinwoo fait son entraînement habituel. Il remarque que ses courses supplémentaires ne sont plus comptées, ce qui le frustre. Espérant quelque chose d'utile, il ouvre une boîte de butin, mais obtient seulement un carton de bingo, ce qui n'est pas ce qu'il voulait. Alors que Jinwoo continue de s'entraîner, il se rend compte que les 3 pointes qu'il gagne en montant de niveau ne sont plus aussi efficaces. Il pense à rentrer à nouveau dans la zone de pénalité pour affronter la centipède qu'il avait déjà combattue, mais il sait que ce serait un garantie de gagner des points d'expérience. Soudainement, Jinwoo reçoit une notification pour une mission de randée de l'association des chasseurs. Étant donné qu'il s'agit d'une mission officielle, il sait qu'il ne sera pas autorisé à combattre en solo cette fois. Ailleurs, Song s'entraîne dans un dojo, enseignant à un élève plus jeune. L'étudiant souhaite qu'il aurait pu se battre contre Song à son apogée, mais Song admet que ses jours sont révolus depuis qu'il a perdu son bras. Lorsque Song reçoit la même notification de raid de randée, l'étudiant demande pourquoi il n'a pas encore pris sa retraite. Song explique que même s'il n'est plus aussi fort qu'avant, il veut toujours aider la société de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, Kim, un autre chasseur, reçoit également la notification de raid. Il hésite parce que son dernier raid l'a presque tué, mais sa femme lui rappelle qu'ils ont besoin d'argent car leur enfant commence l'école bientôt. Kim la rassure que l'association des chasseurs n'envoie généralement pas des chasseurs de bas rang en mission dangereuse. Donc ça devrait être sûr. Dans une autre partie de la ville, Baek est agacé de devoir faire une interview. Monsieur Choa essaie de le calmer en expliquant que l'interview est importante pour l'image publique de leur guilde. Baek accepte à contre-cœur, même s'il est encore frustré. Pendant ce temps, Jui se dispute avec sa mère qui veut qu'elle arrête d'être chasseuse. Jui refuse, disant que c'est sa vie et sa décision. Elle reçoit la même notification de raid de randée et décide de rejoindre. Au bureau de l'association des chasseurs, Shine raconte à Baek et Choa qu'elle a reçu une offre de Yujin Construction pour devenir leur maître de guilde. Elle a refusé, mais elle est curieuse de savoir ce dont ils ont discuté avec Baek. Plus tard, Baek réfléchit à l'échec du raid sur l'île de Jeju et aux horreurs qu'il y a vues. Choa lui rappelle l'importance de se préparer pour les défis futurs, y compris nettoyer l'île de Jeju un jour. Chez Jinwoo, Jina remarque à quel point son frère a été occupé. Elle se souvient du temps où l'ancien Jinwoo avait besoin de semaines pour se remettre après chaque portail et se demande si tout son entraînement porte ses fruits. Jinwoo part pour sa mission sans son équipement, agissant comme si ce n'était pas grave, ce qui inquiète encore plus Jina. Sur le site du raid, Song pense à comment son pouvoir éveillé se concentre sur la magie, pas sur la force physique, ce qui rend son entraînement aux arts martiaux moins utile contre les bêtes magiques. Il croise Jinwoo et remarque à quel point il a l'air différent. Song suppose qu'un guérisseur de haut rang a dû sauver la jambe de Jinwoo, bien que Jinwoo n'explique pas ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'ils atteignent la porte, le groupe est surpris de voir que c'est une réunion de survivants de l'incident du donjon double. Jui remarque à quel point Jinwoo a changé depuis la dernière fois qu'elle l'a vu. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes louches arrive. Ce sont des chasseurs de substitution de prisonniers, des criminels travaillant comme chasseurs pour réduire leur peine. Sang est choqué qu'on les oblige à travailler avec des criminels, mais l'association le rassure que tout est sous contrôle. Kang, un chasseur de rang B, est chargé de surveiller les prisonniers et de les gérer s'ils causent des problèmes. Jinwoo dit à Jui qu'elle ne devrait pas rejoindre le raid, mais elle insiste pour venir. Les criminels sont libérés et même eux se demandent si cette idée est bonne. Kang leur rappelle les conséquences s'ils se comportent mal. Se présentant au groupe, Kang promet de gérer tout problème qui survient. Jinwoo laisse Song diriger le raid, appréciant son leadership. Song remercie Jinwoo d'avoir sauvé tout le monde pendant le double donjon et s'excuse d'avoir échoué en tant que leader à l'époque. Jinwoo minimise l'incident, disant que tout cela appartient au passé. Kim n'a également aucune objection à ce que Song prenne la tête, tandis que Kang continue d'observer Jinwoo de près, méfiant de sa force. Tout le monde étant prêt, Song annonce le début du raid et le groupe franchit la porte. Dans le donjon, les prisonniers repoussent les gobelins comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. Ils sont si impitoyables que Song commence à se demander qui sont les vrais monstres. Pour montrer qu'il est toujours capable, Song intervient et élimine quelques gobelins lui-même. Bientôt, tout le groupe de gobelins est anéanti. Song est impressionné par la force que Jinwoo a acquise. Même Jui remarque que Jinwoo n'a pas été touché une seule fois et elle espère que ses pouvoirs de guérison ne seront pas nécessaires aujourd'hui. Alors qu'ils avancent, Kang mène le groupe jusqu'à une bifurcation dans le chemin. Le donjon a été plus facile que prévu jusqu'à présent, alors ils décident de se séparer et de couvrir plus de terrain. C'est un choix risqué, mais ils pensent que cela leur fera gagner du temps. Jinwoo sent que le chef est sur le chemin de gauche, mais ne dit rien. Il n'a pas beaucoup d'expérience à combattre ces gobelins faibles et veut affronter quelque chose de plus coriace. Il suggère à son groupe d'aller à gauche et l'équipe se sépare. Avant de partir, Kang jette à Jinwoo un regard étrange et insistant. Pendant ce temps, le groupe de Kim est nerveux. Ils se sentent coupables d'avoir abandonné Jinwoo lors de leur premier raid.
Kim décide qu'il va s'excuser, même s'il ne s'attend pas à ce que Jin-woo lui pardonne. Il pense que c'est la bonne chose à faire s'il veut rester dans la profession de chasseur. De l'autre côté, les prisonniers gèrent facilement un autre groupe de gobelins. Kang les regarde et demande s'ils se battraient aussi fort contre des humains. Les prisonniers haussent les épaules, disant que cela n'aurait pas d'importance, ils ressortiraient toujours vainqueurs. C'est alors que Kang révèle son sombre plan. Il dit aux prisonniers qu'un homme lui a payé 3 millions de yuan pour les tuer. La fille de l'homme était morte à cause de leurs crimes et il voulait se venger. Le plan de Kang est de tuer les prisonniers et de faire croire qu'ils ont été attaqués par des gobelins. Kang commence à abattre les prisonniers un par un. Kim... Leur chemin tombe sur la scène. Horrifié, Kim essaie d'arrêter Kang, mais c'est trop tard. Kang tue le dernier prisonnier, puis se tourne vers Kim. Pendant ce temps, Jin-woo et son équipe entendent des cris et se précipitent. Ils arrivent pour trouver les prisonniers morts et Kim gravement blessé. Joo-hee utilise sa magie de guérison pour essayer de le sauver, mais Song examine les blessures et réalise qu'elles n'ont pas été causées par des monstres. Les coupures sont trop précises. Celui qui a fait cela a évité de tuer Kim directement, le laissant plutôt souffrir. Kim, à peine conscient, s'excuse auprès de Jin-woo de l'avoir abandonné auparavant. Jin-woo le supplie de rester en vie pour sa famille, mais Kim rend son dernier souffle et meurt. Soudain, Kang apparaît et tente d'attaquer Joo-hee, mais Jin-woo l'arrête juste à temps. Kang est impressionné par la rapidité de Jin-woo, et Song réalise rapidement que Kang est derrière tout cela. Kang admet son plan de blâmer le massacre sur les prisonniers, disant qu'ils se sont retournés contre tout le monde et qu'il a à peine échappé. Song décide de confronter Kang lui-même, se préparant à se battre même si Kang est un chasseur de rang B plus élevé, alors que Song est seulement de rang C. Joo-hee renforce la force de Song, et il commence à attaquer avec son épée. Kang esquive chaque coup et se moque de Song pour avoir même essayé. Jin-woo observe attentivement et voit que bien que Song soit habile, il n'est pas assez rapide pour battre Kang. Kang finit par porter un coup fort à Song, mais Joo-hee le soigne rapidement, frustrant Kang. Décidant que Joo-hee est le plus gros problème, Kang s'en prend à elle, mais Song le bloque à nouveau. Kang a sous-estimé Song, qui révèle qu'il a autrefois entraîné des chasseurs de rang S. Cependant, Kang rappelle à Song qu'en tant que chasseur de type mage, il ne peut pas rivaliser avec un chasseur de type assassin comme Kim. Le combat penche en faveur de Kang et il inflige un coup dévastateur à Song. Joo-hee, maintenant terrifié, est trop effrayé pour le guérir à nouveau. Kang se prépare à en finir avec Song, mais Song utilise sa magie du feu pour créer une diversion. Kang évite l'attaque et rit, pensant qu'il a gagné, mais Song avait un plan caché. Juste au moment où Kang baisse sa garde, Jin-woo intervient pour l'arrêter. Kang, choqué par l'intervention soudaine de Jin-woo, exige de savoir qui il est vraiment. Jin-woo dit calmement qu'il n'est qu'un chasseur de rang E, mais Kang n'y croit pas. Kang se souvient avoir vu Jin-woo à l'hôpital, où son niveau de mana était presque inexistant et suppose que Jin-woo a dû avoir un second éveil. Les deux commencent un combat intense. Kang utilise sa compétence de furtivité, se rendant invisible à la vue, au son et à l'odorat. Il parvient à porter un coup à Jin-woo et pense que le combat est terminé, mais Jin-woo se guérit instantanément, laissant Kang stupéfait. Kang réalise que Jin-woo est imprévisible et extrêmement dangereux. Jin-woo suit la soif de sang de Kang, contrant sa capacité de furtivité. Kang tente une autre attaque, mais Jin-woo active son talent d'intention meurtrière, entourant Kang de ténèbres et le paralysant de peur. Jin-woo frappe d'un coup puissant, transperçant la poitrine de Kang. Alors que Kang meurt, il admet que Jin-woo est différent de tous ceux qu'il a jamais vus. Il avertit Jin-woo que rechercher le pouvoir pourrait finir par le consumer. Jin-woo termine le combat, accomplit sa quête et obtient une récompense, mais sans quelque chose se briser en lui. Il dit aux autres de quitter le donjon, affirmant qu'il s'occupera du reste seul. Dehors, Woo est choqué d'apprendre les actions de Kang. Il est encore plus surpris de découvrir que Jin-woo a survécu. Woo s'excuse pour ce qui s'est passé et demande qui a vaincu Kang. Song ment, disant qu'il avait tué Kang avec l'aide d'un guérisseur. Woo, sceptique mais sans preuve du contraire, accepte l'histoire. Jin-woo se rend compte qu'il n'est toujours pas assez fort pour affronter quelqu'un comme Woo. Il sait qu'il doit garder ses pouvoirs secrets pour le moment. Song, comprenant les raisons de Jin-woo, lui dit que ce mensonge est sa façon de rembourser la dette qu'il doit à l'incident du double donjon. Jin-woo réfléchit à tout et décide de continuer à s'entraîner, à devenir plus fort, mais à rester prudent pour ne pas se perdre en chemin. Ce soir-là, Joo-hee pense à Jin-woo et se demande s'il se souvient du cristal qu'elle lui a donné. Ils se promènent ensemble, parlant de combien Jin-woo a changé. Joo-hee admet qu'elle n'a pas du tout changé. Elle a toujours été trop timide pour être une véritable chasseuse. Même si elle est assez forte pour des raids de rang A, elle s'en tient aux niveaux inférieurs, car ils semblent plus sûrs. Cela ne la dérange pas, cependant. C'est comme ça qu'elle a rencontré Jin-woo. Elle se souvient de la façon dont il se blessait toujours, mais n'abandonnait jamais. Ses yeux avaient toujours ce regard déterminé, peu importe à quel point les choses allaient mal.
Ju-hee rend le cristal à Jin-woo et lui dit qu'elle prend sa retraite en tant que chasseuse. Elle prévoit de retourner vivre chez ses parents. Ils conviennent de se revoir s'ils se croisent à nouveau. Pendant ce temps, Woo n'est toujours pas sûr de Jin-woo. Il ne comprend pas comment un chasseur de rang E pourrait battre un rang B comme Kang. Il a déjà confirmé que Jin-woo n'est pas passé par un réveil, donc l'ensemble de l'affaire n'a pas de sens. Woo décide de laisser tomber, mais il avertit Jin-woo au sujet du frère de Hwang, Dong-soo. Dong-soo est un chasseur de rang S, et il est probablement furieux que Jin-woo ait survécu alors que son frère n'a pas survécu. Woo dit à Jin-woo de rassembler sa famille et de quitter le pays avant que Dong-soo ne vienne après lui. Mais Jin-woo voit cela comme une autre raison de devenir plus fort. Fuir n'est pas une option. Jin-woo rencontre Léo, qui présente son équipe d'intervention, un groupe de personnes ayant des capacités de chasseurs, mais sans expérience ni emploi stable. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, et Léo les a embauchés pour donner un coup de main. Jin-woo remarque que l'un d'eux est une lycéenne, Song-yi. Elle affirme fièrement qu'elle est une chasseuse qualifiée, mais Jin-woo découvre qu'elle est de rang E, sans expérience de raid. Cela ne dérange pas Jin-woo cependant. Il dit au groupe qu'ils ne vont pas se battre. Au lieu de cela, ils resteront à l'extérieur pendant que lui et Léo s'occupent des raids. Le groupe est payé 3 millions de yuan chacun, ce qui est une bonne affaire puisqu'ils n'ont rien à faire. La seule condition est qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon ils devront rembourser 10 fois l'argent. Jin-woo révèle qu'il a appris des compétences de furtivité grâce à la rune qu'il a obtenue après avoir vaincu Kang. Léo se montre en armure voyante, mais Jin-woo le réprimande pour être trop voyant et le fait se débarrasser de la plupart de celles-ci, ne gardant que le casque. Lorsque Jin-woo et Léo entrent dans leur premier donjon, les autres chasseurs pensent qu'ils sont fous de s'attaquer à un donjon de rang C à seulement 2 personnes. Mais lorsque la porte se ferme peu de temps après, il est clair qu'ils ont déjà nettoyé le donjon. Les spectateurs sont choqués. Jin-woo dit à Léo de se préparer pour un autre raid. Ils visent à en faire 3 en une journée. Dans le prochain donjon, Jin-woo s'occupe des gobelins, comme si de rien n'était, tandis que Léo se concentre sur l'extraction de cristaux. Jin-woo monte de niveau et le raid suivant est un autre succès. Au cours des jours suivants, les deux continuent de nettoyer des donjons ensemble, affrontant à chaque fois des monstres plus coriaces. Léo remarque que Jin-woo devient incroyablement fort. Les compétences de furtivité et de sprint de Jin-woo montent de niveau et il obtient de nouvelles capacités puissantes. Cependant, ses compétences épuisent son mana trop rapidement, alors il commence à utiliser des potions pour récupérer. Réalisant que son mana est une faiblesse, Jin-woo décide d'augmenter sa statistique d'intellect pour suivre sa puissance croissante. Malgré ses progrès, Jin-woo décide qu'il n'est pas prêt à retourner au château démoniaque pour le moment. Il estime que sa force actuelle se situe entre le rang B et le rang A. Pendant ce temps, Han, le chef de la guilde du Tigre Blanc, apprend qu'une équipe d'intervention achète des portails de rang C au double du prix habituel. Il est curieux du nom Jin-woo, se souvenant de l'incident du double donjon, et décide d'enquêter. Après un autre raid réussi, Jin-woo remarque que Song-yi semble distraite. Elle écarte la question, disant que ce n'est rien. Ailleurs, Han soupçonne que Jin-woo a peut-être subi un réveil. Jin-woo a survécu à 3 catastrophes majeures, chacune avec de nombreuses victimes, et cela commence à ressembler à plus que de la chance. Arn décide de surveiller Jin-woo lui-même. Quand Arn arrive au dernier portail de Jin-woo, il est choqué de trouver l'équipe de frappe en train de se détendre dehors comme si c'était un pique-nique. Song-yi explique qu'ils font partie de l'équipe, mais dit que Jin-woo les a laissés pour nettoyer le donjon en solo. Arn est époustouflé. Si Jin-woo peut gérer un donjon tout seul, c'est un grand talent. Arn décide de le surveiller. Après le raid, Jin-woo dit à Léo qu'il est occupé le lendemain et ne peut participer à aucun raid. Pendant ce temps, nous avons un aperçu de Choa, qui se réveille d'un cauchemar sur l'île de Jeju. Il vérifie ses documents et se rend compte qu'il est presque l'heure pour la mission de reconnaissance. Plus tard, Han se présente à Jin-woo comme le manager de la guilde du Tigre Blanc, l'une des meilleures guildes du pays. Il propose à Jin-woo le double de ce que Yujin Construction paie s'il rejoint. Han suppose que Jin-woo est un rang E qui va accepter l'offre, mais Jin-woo le surprend en demandant des informations sur le siège du guilde. Quand Han révèle qu'il vaut 50 milliards de yuan, Jin-woo rétorque que Yujin Construction lui a offert un bâtiment de 30 milliards de yuan. Han admet qu'il ne peut pas égaler ça, et Jin-woo perd intérêt. Jin-woo utilise sa compétence de furtivité pour disparaître, laissant Han stupéfait. Han réalise que Jin-woo n'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter, mais il est content d'avoir établi un contact. Jin-woo avertit Han de garder le silence à son sujet. Avant de partir, Jin-woo accepte de vendre 3 portails à Han, mais exige 300 millions de yuan chacun. Han négocie à 200 millions et il conclut l'affaire. Le lendemain, Léo confirme qu'ils ont gagné 600 millions de yuan avec cette affaire. Jin-woo dit à Léo que c'est un secret commercial comment il a réussi. Pendant ce temps, Han réalise que Jin-woo l'a manipulé. Avec les portails de rang C maintenant inondant le marché, les guildes les achètent pour moins de 70 millions de yuan. Jin-woo envoie un message espiègle à Han, disant qu'ils sont quittes maintenant. Malgré cela, Han ressent que Jin-woo est une découverte majeure. Enfin, Jin-woo part en voyage pour sa quête de changement de profession. Jin-woo arrive dans une forêt reculée, loin de tout, prêt à entreprendre sa quête de changement de profession.
Cette quête n'est pas obligatoire comme celle de pénalité ou d'urgence auquel il a déjà fait face. C'est facultatif et Jinwoo pense que cela doit être quelque chose de grand puisque cela lui donne une chance d'acquérir de nouvelles compétences et de monter de niveau dans sa classe. Après avoir accepté la quête, un portail s'ouvre et Jinwoo entre, laissant sa quête quotidienne pour plus tard. En entrant, il se dit « Le vrai défi commence maintenant ». À l'intérieur du donjon, Jinwoo réalise rapidement que cela ne va pas être facile. Pour commencer, il ne peut pas utiliser de potion ou sa compétence de récupération complète et le portail ne le laissera pas sortir avant que la quête ne soit terminée. Il entend quelque chose venir vers lui et se prépare à se battre. Une bête massive et blindée apparaît et Jinwoo attaque, mais ses coups ne l'égratignent même pas. La puissance du monstre le surprend et Jinwoo est ballotté comme un jouet. Il garde son calme et change de tactique, s'appuyant sur la force brute. À main nue, il déchire le monstre. Avant qu'il puisse même reprendre son souffle, deux autres monstres apparaissent. L'un est furtif et l'autre utilise la magie de la lumière. Jinwoo comprend rapidement que chaque ennemi teste une compétence spécifique, la force pour celui en armure, la perception pour celui furtif et l'intelligence pour le mage. Le combat pousse Jinwoo à ses limites, et il est forcé d'analyser la situation et de s'adapter rapidement. Sa fatigue s'accumule, mais il ne recule pas. Après un combat difficile, il les vainc finalement. Jinwoo gagne des récompenses, y compris une cuirasse qui peut devenir invisible. Il est soulagé qu'elle ne limite pas ses mouvements et décide de la porter. Il s'enfonce plus profondément dans le donjon et tombe sur une porte massive. Lorsqu'elle s'ouvre, un vent froid le frappe, lui donnant des frissons. À l'intérieur se trouve une salle du trône, et Jinwoo ressent immédiatement une pression écrasante. Cela lui rappelle le double donjon qui a failli le tuer. La source de cette pression est un chevalier commandant nommé Igris, qui a un nom rouge au-dessus de sa tête, signe qu'il est bien plus fort que Jinwoo. Avant que Jinwoo ne puisse même se préparer, Igris attaque avec une vitesse incroyable, tranchant à travers les piliers comme s'ils étaient en papier. Jinwoo essaie d'esquiver, mais le chevalier est trop rapide et puissant. Les frappes de Jinwoo n'endommagent même pas l'armure d'Igris. Réalisant qu'il ne peut pas gagner avec des armes, Jinwoo décide de se battre à main nue. À sa grande surprise, Igris jette aussi son arme, acceptant le défi. Le combat est brutal. Igris est plus rapide, plus fort et plus habile que Jinwoo. Même si Jinwoo parvient à porter quelques coups, le chevalier les encaisse et continue à balancer Jinwoo. Chaque coup que reçoit Jinwoo réduit ses points de vie et le rapproche du bord, mais Jinwoo refuse d'abandonner. Rassemblant toutes ses forces, il effectue un mouvement risqué, poignardant Igris dans l'interstice du casque avec son poignard. Le chevalier essaie d'utiliser le poignard, mais l'arme de Jinwoo ne change pas de propriétaire. Elle retourne automatiquement dans son inventaire. Utilisant tout ce qui lui reste, Jinwoo enfonce la lame plus profondément, vainquant finalement Igris. Une notification s'affiche pour confirmer sa victoire. Jinwoo est soulagé, mais sait que cette victoire était pure chance. S'il avait fait ne serait-ce qu'une erreur, il serait mort. Ses récompenses incluent beaucoup d'or, un casque de rang S qui augmente ses statistiques et réduit les dégâts, une pierre runique pour une nouvelle compétence appelée Main du Chef, ainsi qu'une pierre de téléportation. La pierre de téléportation intrigue Jinwoo. Cela n'a pas de sens de l'obtenir si le donjon est déjà nettoyé. C'est alors qu'il se rend compte que la quête n'est pas encore terminée. Des portails s'ouvrent autour de lui et une notification révèle le vrai défi, survivre aussi longtemps que possible. Plus il survit longtemps, plus il gagnera de points d'avancement. Jinwoo se prépare alors qu'une armée de monstres commence à sortir des portails. Heureusement, ses ennemis sont plus faibles qu'Igris, mais il y en a tellement que Jinwoo sait qu'il ne peut pas se détendre. Il se lance dans la bataille, déterminé à tenir sa position. Le combat s'éternise et Jinwoo commence à ressentir la fatigue. Son aptitude à se cacher l'aide à esquiver les monstres pendant un moment, mais un mage l'aperçoit et brise sa couverture. Forcé de retourner au combat, Jinwoo continue de se battre, mais sa fatigue s'accumule rapidement. Il reçoit une épée dans le dos et réalise qu'il n'a tenu que 5 minutes. Les monstres continuent d'arriver, et Jinwoo sait qu'il ne peut pas continuer comme ça beaucoup plus longtemps. Désespéré, il attrape la pierre de téléportation pour s'échapper. Mais avant qu'il puisse l'utiliser, un monstre le lui arrache des mains. Maintenant entouré et sans issue, Jinwoo se prépare pour ce qui ressemble à une bataille impossible. Jinwoo a continué à se battre, même si les monstres semblaient imbattables et que son corps s'effondrait. Avec son endurance presque épuisée et pas de pierre de téléportation pour s'échapper, la seule issue était de tous les vaincre. Ses compétences de discrétion et d'intention meurtrière ne fonctionnaient pas, mais Jinwoo a refusé d'abandonner. Il a pensé à la façon dont il avait lutté toute sa vie, toujours en train de se battre pour s'améliorer, et cette bataille n'allait pas être différente. Au fur et à mesure que le combat continuait, Jinwoo a commencé à entendre des voix. Les monstres se moquèrent de lui, l'appelant le chasseur le plus faible, et lui rappelant toutes les fois où il avait été blessé et humilié. Puis des versions imaginaires de Song et Johi sont apparues, lui disant d'arrêter de se pousser aussi fort. Enfin, son moi plus jeune est apparu, disant que Jinwoo n'avait pas vraiment changé et était toujours le même chasseur de rang faible. Le jeune Jinwoo a affirmé qu'il méritait de perdre parce qu'il n'était pas prêt pour ce combat.
Ces mots ont irrité Jinwoo, le faisant douter de lui-même pendant un moment. Juste quand les choses semblaient désespérées, une notification est apparue. La pénalité de sa quête quotidienne s'activait. Jinwoo réalisa que la pénalité le téléporterait dans la zone de pénalité, le sauvant ainsi. Il rit amèrement, réalisant que le système, ou peut-être juste la chance, ne voulait pas encore sa mort. Une fois dans la zone de pénalité, Jinwoo se sentit soulagé, mais toujours prudent. Il utilisa des potions pour se rétablir, mais un avertissement lui indiqua qu'elle ne guérirait pas complètement ses points de vie. Il devrait compter sur la montée de niveau ou la récupération naturelle pour retrouver ses forces. Dans la zone de pénalité, Jinwoo a combattu une vague de monstres qu'il craignait autrefois. Maintenant, il les écrasait facilement, gagnant des niveaux et récupérant sa santé en même temps. Avec 10 minutes restantes, il a saisi l'occasion d'acheter une nouvelle arme, le dague tueur de nuit, qui infligeait des dégâts supplémentaires aux monstres blindés. Il a également utilisé la pierre runique de son combat précédent avec Ygritte pour débloquer la compétence main du dirigeant, qui lui permettait de déplacer des objets sans les toucher. En testant la compétence, il a découvert qu'il ne pouvait déplacer que de petites choses pour le moment, mais c'était un début. Lorsque le temps de pénalité s'est terminé, Jinwoo a été téléporté de nouveau dans le donjon, prêt à se battre de nouveau. Il a remarqué quelque chose d'étrange. Quand il battait les chevaliers, il ne semblait pas faire beaucoup de progrès. Puis, il a réalisé que les mages étaient la véritable menace. Ils invoquaient les chevaliers. Jinwoo a changé de tactique, ciblant d'abord les mages. Chaque fois qu'il en abattait un, certains des chevaliers s'effondraient. Il a chassé les mages restants, même lorsqu'ils ont invoqué un golem massif pour se protéger. Jinwoo a utilisé sa vitesse et sa force pour détruire le golem, prouvant à quel point il était devenu plus fort. Avec tous les ennemis vaincus, le système a annoncé que Jinwoo avait terminé la quête de changement de classe. Mais au lieu de choisir une nouvelle classe, le système lui a attribué la classe de nécromancien. Cela a dérouté Jinwoo car les nécromanciens se basent sur la magie et sa construction était axée sur la force et l'agilité. Accepter cette classe revenait à jeter tous ses efforts par la fenêtre. Le système a expliqué que nécromancien était une classe cachée, ce qui a fait réfléchir Jinwoo. Il a réalisé que, comme les mages qu'il avait combattus, invoquer une armée de soldats pourrait le rendre encore plus fort. Finalement, Jinwoo a accepté la classe, confiant qu'il pouvait s'adapter. Tout à coup, la performance de Jinwoo dans la quête lui a valu suffisamment de points pour sauter la classe de nécromancien entièrement et passer à la classe de monarque de l'ombre. Cette classe avancée lui a donné des capacités uniques, y compris l'extraction d'ombre, qui lui permettait de transformer les ennemis vaincus en soldats de l'ombre, et le stockage d'ombre, où il pouvait garder et invoquer ses soldats quand il le voulait. Cependant, l'extraction pourrait échouer selon la force de la cible ou depuis combien de temps elle était morte. Excité de tester ses nouveaux pouvoirs, Jinwoo a invoqué ses premiers soldats de l'ombre, créant des chevaliers et des mages de différents rangs. Puis, il s'est tourné vers Ygritte, le puissant commandant chevalier qu'il avait vaincu plus tôt. Il a essayé d'extraire l'ombre d'Ygritte, mais les 2 premières tentatives ont échoué. Jinwoo a refusé d'abandonner, s'adressant à l'esprit de guerrier d'Ygritte et lui promettant un but. À la 3e tentative, l'ombre d'Ygritte s'est levée et Jinwoo lui a redonné son nom en signe de respect. Avec Ygritte et son armée grandissante d'ombres à ses côtés, Jinwoo se sentait prêt à affronter n'importe quoi. Il a déclaré qu'ils étaient tous ses alliés maintenant, prêts à se battre à ses côtés. Pendant ce temps, les autres chasseurs ont atteint l'île de Jeju et ont découvert quelque chose de terrifiant. Les fourmis rouges de l'attaque ratée avaient évolué, poussant des ailes et devenant encore plus mortelles. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez cette vidéo suivante. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!